J'étais l'un de ces gars avec d'excellents chiffres de carrière en tant que joueur universitaire, mais j'ai joué à un niveau considéré comme inférieur par la plupart. Vous donnez le meilleur de vous-même, tout ce que vous cherchez, c'est une chance. Imaginez être l'outsider qui atteint le sommet, sans jamais recevoir la reconnaissance méritée. Marques Colston est passé d'un choix de 7e tour de draft à une icône de franchise, battant des records et dépassant les attentes avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mon premier tournant a été d'être recruté dans la National Football League, ce qui a lancé pour moi un parcours de dualité, selon la plupart des gens. Le football est une chose que je fais très bien, mais cela ne me définit pas en tant que personne. Mais ce n'étaient pas seulement les records ou sa bague du Super Bowl qui distinguaient Marcus. C'est le voyage, la ténacité, la résilience et la domination discrète d'un joueur qui a construit un héritage sans la reconnaissance que la plupart de ses pairs ont reçue. Le succès consiste souvent à être au bon endroit, au bon moment et à agir comme il faut. Aussi bien que vous sachiez qui vous êtes et ce que vous apportez, vous devez comprendre ce qui se passe autour de vous pour savoir où seront ces opportunités dont vous pouvez profiter. Dans cet épisode, Marquez se confie sur la redéfinition du succès, comment rester ancré malgré les hauts et les bas, et pourquoi être négligé ne l'a pas empêché de devenir l'un des plus grands chez les Saints. Marcus, je suis ravi et excité que tu sois là. La journée s'annonce très amusante. Je veux juste commencer pour que les gens puissent te connaître un peu mieux. Donne-moi le point d'inflexion dans ta vie et... C'est une grande question, tu sais, c'est probablement une multitude de questions. Il y en a probablement eu beaucoup. Mais si tu regardes en arrière dans ta carrière, il y a eu des tonnes de différentes saisons dans ta carrière. Et quel serait un point d'inflexion qui se démarque, qui t'a poussé sur le chemin ou t'a poussé sur le chemin que tu suis aujourd'hui? C'est... Une question incroyable. Pour commencer, je dirais que le premier point d'inflexion pour moi est d'être recruté dans la National Football League et pas pour les raisons que la plupart des gens pensent. Tu sais, c'est un peu comme si cela avait commencé ce voyage de dualité pour moi, tu vois. Donc, tu sais, évidemment, super chanceux et béni pour être l'un des, 260 quelques personnes étranges à être recruté cette année-là. Mais pour moi, j'ai été recruté, j'étais le 4e dernier choix et cela a créé une opportunité, cela a créé un état d'esprit pour moi qui m'a emmené jusqu'au bout tout au long de ma carrière en National Football League, mais c'est resté fondamental pour qui je suis et comment je bouge après le football. Et c'est un fait que, en étant choisi 252 sur 256, j'ai toujours su que le choix ne dictait pas le niveau de succès que je pouvais avoir, ou cela ne dictait pas le potentiel ou la capacité que j'avais. Mais en même temps, cela m'a donné une sorte de... J'ai commencé le jeu à un endroit où la porte de sortie était beaucoup, beaucoup plus proche que je ne le voulais. D'accord? Donc, je n'ai jamais vraiment atteint un endroit où j'avais la sécurité de l'emploi ou l'impression d'avoir la sécurité de l'emploi. Cela m'a gardé dans un état d'esprit où je n'ai jamais eu l'impression d'être arrivé, même lors de mes meilleures saisons en tant que professionnel. Et encore une fois, et cette dualité de, vous savez, juste être heureux et chanceux et béni, vous savez, d'être dans cette position, mais aussi réaliser très tôt, littéralement dès le premier jour, que, vous savez, ce n'est pas promis et il n'y a pas de véritable sécurité dedans. C'était un tournant qui a défini ma trajectoire, non seulement pour ma carrière de footballeur, mais aussi pour ma carrière d'affaires. Vous savez, j'ai toujours voulu être quelqu'un qui en donne plus, j'ai toujours voulu être quelqu'un dont la norme interne était plus élevée que toute attente externe qui pourrait être placée sur moi. Et vous savez, c'est juste comme ça que j'ai avancé, vous savez, tout au long du reste. De ma carrière, pensez-vous que c'était... À l'époque, c'était probablement très stressant d'être repêché, vous savez, dans cette position particulière où vous avez dit que j'aime ça, comme la porte de sortie est un peu plus proche que vous ne le vouliez. Mais en y repensant, pensez-vous que c'était en quelque sorte une bénédiction? 110%, comme je le répète constamment. Tant, mec, j'ai été choisi 252, j'ai choisi 251, ma carrière est radicalement différente. Choisissez 253, ma carrière est vraiment différente. Donc, beaucoup de succès est, vous savez, être prêt à arriver au bon endroit, au bon moment et faire la bonne chose. Vous savez, donc ma carrière a commencé de cette façon et c'était juste quelque chose qui était toujours en tête pour moi. Vous savez, si j'étais allé dans une autre situation, peut-être avec un autre entraîneur, un autre quarterback, un autre système, toutes ces choses comptent. Et je pense que parfois, nous sommes très centrés
sur notre succès et nous avons l'impression que nous sommes la raison tout le temps. Et c'était un très bon rappel dès le premier jour que vous pouvez être préparé et vous pouvez vous mettre dans la bonne position. Mais finalement, il y a des facteurs externes que vous devez naviguer. Vous savez, sur votre chemin vers le succès, je pense que cela crée un état d'esprit qui vous portera même en me faisant traverser avant d'être repêché. Était-ce prévu que vous alliez finir à cette position ou pensiez-vous que vous alliez faire beaucoup mieux que ça? Je pensais que je ferais beaucoup plus. Je pensais que je serais repêché beaucoup plus tôt que je ne l'ai été, vous savez. Donc, je viens d'une école plus petite, qui n'avait pas une puissance de football. Vous savez, donc, j'étais l'un de ces gars où j'ai mis en place une très, très bonne carrière en tant que joueur universitaire, mais j'ai joué à un niveau que la plupart des gens pensent être inférieur. Donc, je ne jouais pas contre les Alabama et les LSU et les USC. Donc, le reproche était toujours, oui, il joue bien à ce niveau, mais est-ce juste un gros poisson dans un petit étang? Donc, vous entendez le bruit et c'est encore une fois un jeu de dualité. Oui, certaines de ces choses sont vraies, mais je peux aussi seulement jouer les personnes qui sont sur mon calendrier. Donc, vous sortez et vous dominez, vous mettez votre meilleur pied en avant et finalement, tout ce que vous cherchez vraiment, c'est une chance et vous devez juste être préparé une fois que cette chance arrive pour sortir et jouer votre jeu. À votre manière et espérer que cela suffise. Ouais, je veux dire, j'ai eu cette conversation avec d'autres athlètes auparavant, juste à propos des saisons de leur carrière et comment ils se préparent pour le succès. Et vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je suppose que si vous êtes plutôt dans le repêchage, parfois un peu d'ego s'infiltre. Et puis je pense parce que j'ai vu des athlètes dépenser leur argent et ils finissent. Et il y a des statistiques folles là-bas sur les gens qui n'ont pas de carrière post-professionnelle sportive. Et c'est juste un peu triste qu'ils puissent prendre autant d'argent. Et puis, vous savez, pardonnez le jeu de mots, ils le gâchent, ils le foutent en l'air. Lorsque vous regardez certains de vos anciens coéquipiers, vous réalisez que tous n'ont pas réussi après leur carrière. Que se passe-t-il dans cette situation où l'on vous donne en quelque sorte le monde à un si jeune âge en tant qu'athlète, et cela pourrait être le football? Je veux dire, j'ai des exemples de hockey, de personnes qui ont gâché après leur carrière, et ils sont presque brisés, et je suis sûr que le baseball, le basketball comme tout, il y a toujours ces exemples de ce qui arrive à l'athlète. Expliquez-moi cette mentalité d'un jeune athlète à qui on donne tant d'argent, de célébrité et d'influence. Ce n'est pas très différent d'une loterie. Gagnant, n'est-ce pas? Vous savez, vous vivez votre vie quotidienne et tout à coup, il y a cet afflux d'argent, n'est-ce pas? Et vous savez, vous êtes recruté et vous le voyez un peu, vous le voyez venir un peu. Mais votre vie n'est pas préparée, vous savez, pour recevoir ce genre de notoriété, n'est pas préparée pour recevoir ce genre de revenus. Et finalement, plus souvent qu'autrement, vous savez, je parle pour moi-même. Donc, je viens d'une situation où je n'avais pas accès au capital. Je n'avais pas accès à l'entrepreneuriat et aux affaires de haut niveau. Et la plupart des gens que je connaissais en grandissant dans les familles que je connaissais, vous savez, étaient plutôt des cols bleus, c'est ça. Donc, je n'avais tout simplement pas été exposé à ce à quoi ressemblait ce monde. Et vous savez, si vous avez 22 ans en sortant de l'université, vous savez, vous donnez à n'importe qui a 22 ans en sortant tout juste de l'université, vous leur donnez, vous savez, quelques millions de dollars. Il n'y a pas moyen de dire ce qui pourrait arriver. Maintenant, vous prenez cette même situation, vous les mettez sous les projecteurs et vous les entourez d'un écosystème qui n'est pas nécessairement conçu pour vraiment se soucier de vos meilleurs intérêts. Vos meilleurs intérêts sont sécurisés une fois que les meilleurs intérêts de quelqu'un d'autre sont, vous savez, cela devient une situation vraiment nuancée. Donc, vous avez quelqu'un qui n'a pas eu d'exposition. En général, votre famille et vos proches n'ont pas encore eu la même exposition. Alors maintenant, vous devez compter sur des personnes en dehors de votre cercle intime. Vous devez embaucher un agent. Vous devez embaucher un conseiller financier. Cela devient un jeu de confiance. À 22 ans, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font exactement. Je n'ai pas vraiment les connaissances financières et l'expertise pour même vérifier s'ils font quelque chose de foiré. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous choisissez des personnes pour jouer des rôles
vraiment pivot dans votre carrière et vous ne savez pas vraiment comment évaluer et embaucher pour le poste correctement. Donc, cela se prête à, vous savez, de mauvaises décisions. Cela se prête à, vous savez, prendre des décisions de jeunes, mais cela se prête aussi à être dans une situation où vous êtes plus vulnérable que la plupart parce que vous n'avez pas cela, vous n'avez pas cette expertise et cette exposition pour pouvoir tenir les gens de votre cercle responsable et les gens en qui vous avez le plus confiance. Ils n'ont pas l'expérience et l'éducation nécessaires pour pouvoir faire de même. Donc, vous vous retrouvez un peu comme le capitaine du navire, mais vous ne le faites pas vraiment. Savoir comment faire fonctionner le navire. Et je veux dire qu'il y a je suis sûr qu'il y a beaucoup de bonnes personnes éthiques là-bas qui aident les athlètes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de conneries. Aussi, j'ai parlé à Chris Pronger, c'est un bon ami, et il était comme un très grand joueur de hockey, c'est un peu comme mon point de référence, et il a parlé de certaines des personnes qui n'étaient pas ses agents tout au long de sa carrière, étaient bons, mais comme des personnes qui ont sollicité des investissements, et il a eu certains qui étaient juste des ratés absolus, et tout le monde demande de l'argent parce que tout le monde voit la taille des contrats, mais j'ai aussi vu, et je ne savais même pas ça. Et Chris a fait un très bon travail en faisant cela, et certaines autres personnes sur les réseaux sociaux font cela quand vous décomposez tout après les impôts, après les frais d'agent, après les frais d'association, c'est toujours beaucoup d'argent. Ne vous méprenez pas, c'est plus d'argent que la plupart des gens gagnent à 22 ans, mais vous finissez par en dépenser beaucoup avant d'en avoir réellement en banque, et je pense que vous n'avez tout simplement pas la compréhension de ce qu'est l'argent à ce moment-là. Je pense que c'est là votre erreur. Et je veux dire, je ne sais même pas si vous connaissez les statistiques, peut-être que vous les connaissez parce que vous étiez un athlète, mais j'ai entendu des statistiques ridicules sur le nombre d'athlètes professionnels avec des contrats à 7 ou 8 chiffres qui sont en faillite et ruinés. Et après qu'ils aient fini de jouer, c'est juste triste. C'est vraiment très, très triste. Ouais. Et c'est encore une conversation nuancée parce que, vous savez, j'ai vu cette statistique pendant une décennie et ça m'a énervé chaque fois que je l'ai vue. Elle parle de 70% des joueurs de la National Football League qui sont en difficulté financière dans les 5 ans suivant leur retraite. D'accord. Donc, ah oui, il y a quelques-unes des histoires d'horreur. Et je pense qu'avec ces histoires devenant de plus en plus visibles, tu sais, les générations passées, je crois que cette génération et les suivantes pourront tirer des leçons de ces défis et erreurs. Mais aussi inclus dans ces chiffres est le gars qui a joué 2 ans et a fait le minimum de la Ligue. Donc, quelle est votre définition de la détresse financière? Parce que à la fin de la journée, vous regardez un plafond salarial, vous regardez une liste, vous savez, la majeure partie de l'argent versé va aux 5 ou 6 meilleurs joueurs, et ensuite, vous avez une quarantaine de personnes qui se partagent le reste du gâteau, et oui, encore une fois, vous voyez les histoires d'horreur. Et nous avons vu les histoires d'horreur au fil des ans, mais ce nombre est un peu plus trompeur que les gens ne le pensent, parce que vous avez des gars qui n'ont pas été investis. Ils n'ont pas atteint le statut où ils reçoivent des avantages. Vous avez des gars qui ont joué 1, 2, 3 ans, et oui, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas, vous savez, l'argent qui me permet de me reposer et de prendre ma retraite pour le reste de ma vie. Donc, vous savez, les chiffres, sont les chiffres. Et nous savons qu'il reste encore du travail à faire, mais c'est un peu plus que ce qui apparaît en surface. Même dans votre carrière, vous étiez avant-gardiste. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Ouais. Alors même, guidez-moi à travers votre état d'esprit lorsque vous avez été recruté. Vous n'attendiez pas simplement la fin de votre carrière pour commencer à construire. Alors, qu'est-ce qui vous a fait réaliser comme un moment d'illumination? Peut-être que c'était d'être recruté à un numéro plus élevé ou autre, mais qu'est-ce qui vous a fait réaliser que, d'accord, je veux me préparer pour réussir après ma carrière? Parce que je pense que certains de vos investissements ont été faits pendant que vous jouiez encore, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé assez tôt dans ma carrière. Donc, je leur dois cela. J'avais 2 conseillers financiers qui étaient eux-mêmes d'anciens joueurs qui ont vu quelque chose en moi et qui m'ont simplement poussé à sortir de ma zone de confort. Et pour moi, j'ai toujours été un bricoleur, j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéresse à la technologie, plus particulièrement à l'électronique qu'à autre chose, et j'ai aussi toujours su que le football est quelque chose que je fais bien, mais cela ne définit pas qui je suis en tant que personne.
Donc, je pense que la combinaison de ma propre conscience de soi et de ces deux conseillers qui m'ont vraiment poussé hors de ma zone de confort et hors de cette boîte. J'ai pu commencer tôt et encore une fois, une partie de cela, juste avoir la chance de rester suffisamment en bonne santé pour jouer 10 ans. J'aime dire que pendant ces 10 années, j'ai pu me donner une marge de manœuvre suffisamment longue pour faire quelques erreurs, me retrouver dans des situations que j'aimais, me retrouver dans des situations que, vous savez, j'ai réalisé plus tard que je détestais et que je ne voulais plus jamais refaire. Mais vous savez, au cours de ma carrière de joueur, quand j'étais au sommet de mon jeu, d'un point de vue de marque, j'ai pu entrer et obtenir une expérience commerciale vraiment très pratique qui a en quelque sorte conduit, moi, vous savez, à la retraite. Et le premier, je veux dire, vous avez dit que vous, monsieur, vous aviez ces sortes de ces deux conseillers financiers, ces pairs comme des joueurs eux-mêmes, ils connaissaient le jeu, savaient ce que vous alliez devoir affronter lorsque vous prendriez votre retraite. Qu'était-ce donc, quelle était la première version de vous investissant, de vous levant des fonds parce que vous ne veniez pas d'un milieu d'opérateurs? Ce n'est pas comme si vous aviez construit une entreprise et puis vous avez abandonné cela pour investir dans un domaine que vous maîtrisiez. Donc maintenant, c'est comme si chaque opportunité d'investir était disponible, mais vous manquez toujours beaucoup d'expérience opérationnelle dans la réalisation de la chose. Alors, comment comblez-vous ce fossé? Et je suis sûr que vous avez eu, quelques pertes et certaines choses ne se sont pas si bien passées avec les investissements. Mais expliquez-moi juste en tant que joueur devenu investisseur, quelle était la première version de cela? Donc vraiment très tôt. C'était juste une sorte d'investissement providentiel. J'ai essayé de rester dans un espace où je connaissais au moins une partie de l'entreprise qui était le sport. Donc, j'ai commencé à l'intersection du sport et de la technologie. Donc, beaucoup de ces premiers investissements étaient une sorte de co-investissement avec d'autres athlètes et c'était plus juste déployer le capital et voir ce qui se passe. Mais je dirais que le premier investissement qui vraiment, vous savez, était la première fois que je retroussais mes manches et que je m'impliquais vraiment dans l'entreprise. J'ai investi dans une équipe de football en salle dans ma ville natale et je veux dire 2010. Et vous savez, pour moi, c'était une occasion d'apprendre le côté commercial du sport que je pratiquais et c'était dans ma ville natale. Donc, c'était une très bonne plateforme pour moi pour faire de la sensibilisation communautaire à grande échelle. C'est un peu comme ça que je le voyais. Et vous savez, je suis entré, j'ai fait l'investissement la première année. J'étais un investisseur passif. Je me contentais de regarder le propriétaire, de le suivre en quelque sorte et de voir à quoi ressemblait la gestion d'une équipe de A à Z. Et en l'observant pendant 1 an, j'ai eu cette envie. Et après la première année, j'ai fini par racheter la part de mon partenaire en prenant le contrôle total de l'équipe. J'ai assumé le rôle de président et président-directeur général et mon rôle était littéralement tout dans l'organisation à ce moment-là. Nous avions une petite équipe. Donc, je faisais tout, de la vente de parrainage à la mise en place de vente de billets et de package marketing. Je dirigeais réellement les opérations de jeu. J'avais le petit casque. Je dirigeais le jeu. D'accord, donc tu t'es plongé dedans. C'est comme ça que tu as compris. Oui, c'est comme ça que tu as compris le travail. Tu fais juste tout et c'est bien, oui. Oui, et tu sais, c'était l'une de ces expériences. C'était probablement la chose la plus difficile de ma vie à ce moment-là, simplement parce que tout était nouveau et je buvais à la bouche d'incendie. En tant qu'athlète, je me sentais chez moi, car c'est ainsi que je gagnais ma vie. En cherchant l'inconfort et en poussant à travers l'inconfort juste pour arriver à un endroit où tu trouves plus d'inconfort. Donc, cette connexion était vraiment, tu sais, en haut de ma liste pour moi. Donc, c'était difficile. C'était un défi et amusant en même temps. Et c'est ce qui m'a accroché. Comme si tu regardais certaines des choses qui t'ont rendu réussi en tant qu'athlète, tu viens juste d'en évoquer une. Quels autres éléments vous permettraient de réussir en affaires? J'y crois également pleinement. Je crois que les athlètes peuvent faire les meilleurs leaders d'affaires, entrepreneurs, et il y a tout un tas de traits de personnalité qui accompagnent le fait d'être un athlète réussi que je pense pouvoir transmettre. Mais qu'avez-vous découvert lorsque vous avez commencé à passer d'athlète à leader d'affaires? Je pense que la seule chose dont j'avais une certaine maîtrise sans m'en rendre compte à l'époque était la stratégie, n'est-ce pas?
Et la stratégie dans son sens pur, c'est que vous prenez votre unicité, vous prenez vos atouts, vos compétences, vos talents, toutes ces choses, et vous élaborez un plan qui vous permette de gagner, n'est-ce pas? Et vous savez, du point de vue de l'athlète, à quoi cela ressemble, c'est littéralement différent d'un match à l'autre et différent de saison en saison. Oui, je parle toujours des choses que je peux faire en tant que rookie de 22 ans. Avec une expérience de jeu limitée, j'étais juste là-bas sur le pur athlétisme pendant quelques années. Exactement, et vous savez, avec le temps, lorsque l'athlétisme commence à diminuer, vous réalisez en tant qu'athlète. C'est que peu importe ce que ressent votre corps, peu importe comment vos capacités changent, la norme est la norme où vous êtes remplacé. Si mon niveau de production est ici, je dois trouver un moyen d'y arriver. Mon niveau de production ici, je me fiche que ma cheville me fasse mal, je me fiche que mon genou me fasse mal. Je me fiche d'être un vétéran de 9 ans et d'avoir perdu une étape. Donc, j'ai compris et j'ai maîtrisé cette stratégie en ce sens que je peux prendre la conscience de soi et prendre ce que je sais être vrai à mon sujet à ce moment-là et élaborer un plan pour aller trouver ce même niveau de performance. Et une fois que je me suis lancé dans les affaires et que j'ai commencé à voir comment cela se mappait littéralement de pommes à pommes, et en parlant de stratégie, c'était un moment d'éclairage qui a cliqué en ce que beaucoup de gens parlent des aspects du leadership, ils parlent des aspects du travail d'équipe et ils parlent de ces compétences douces que les athlètes ont qui sont transférables. Mais quand j'ai trouvé cette compétence réelle et tangible et stratégique qui était transférable, cela a débloqué quelque chose de différent en moi que j'ai mené depuis. C'est comme si j'adorais ça, mec. Je pense que c'est comme si tu fixais une étoile du Nord. Et peu importe ce qui se passe dans un jeu ou dans ton entreprise, c'est comme si tu devais atteindre cette étoile du Nord. Fixez simplement cet objectif et trouvez un moyen de l'atteindre. Peu importe ce qui se passe sur le marché, peu importe. Quelqu'un vient de démissionner, tu viens d'être poursuivi en justice, tu n'as pas pu lever de fonds, peu importe ce que c'est, les revenus sont en baisse. Tu dois y arriver. J'adore cette mentalité, je trouve ça très sain. Je veux dire, tu parles beaucoup de... Je veux dire, tu as mentionné certaines des compétences douces dont tu as parlé, comme gagner du succès chaque jour et comme une métaphore pour quand tu es un joueur, mais aussi un investisseur, un leader d'entreprise. Donc, c'est exactement de quoi tu parles. Comme tu dois être excellent tout le temps, peu importe ce que la vie te lance. Et je pense que c'est une chose très, très intelligente à retenir. Je suis en fait super curieux. Est-ce que investir dans une équipe sportive est comme à un niveau non professionnel ou même professionnel? Est-ce un mouvement intelligent? Parce que je ne connais personnellement personne qui a fait cela en dehors des milliardaires qui mettent de l'argent pour ces équipes que tout le monde connaît. Mais une équipe sportive locale, comment est-ce en tant qu'investissement? Cela dépend de comment vous l'évaluez. Comment l'évaluez-vous? Je veux dire, si c'était une victoire géniale. Pas de problème si ce n'était pas le cas. Je suis juste curieux, vu que c'était votre première majeure. Financièrement, ce n'était pas le meilleur investissement. Et j'ai fini par perdre de l'argent dans cette affaire. Mais je dirais que l'éducation, la confiance et les répétitions que j'ai pu en tirer, vous savez, cela en a fait une énorme victoire parce que cela a littéralement préparé le terrain pour tout ce que je fais maintenant en affaires. Vous savez, donc je pense en termes de... C'était mon master en administration des affaires sur le tas, n'est-ce pas? J'allais soit payer une institution pour obtenir un master en administration des affaires, soit investir dans cette équipe et comprendre. Mais j'ai obtenu mon master en administration des affaires grâce à cela. J'adore ça. Donc écoutez, ce n'était pas un coup de circuit, mais quand même, je veux dire, vous avez tout appris sur la gestion d'une entreprise. Je pense en fait que le fait que vous ayez saisi cette opportunité et que vous ayez fait le marketing et les ventes et fait toutes les merdes quotidiennes, je pense que cela fait probablement de vous un bien meilleur investisseur maintenant parce que vous savez, je parlais avant de combler le fossé entre combler ce fossé de connaissances. Comme quand vous étiez joueur, vous n'aviez aucune expérience opérationnelle, puis vous en avez acquis une. Je dis à ce moment-là, cela vous place déjà en avance sur un master en administration des affaires qui essaie de devenir un investisseur qui n'a aucune expérience commerciale. Faire soi-même le travail a ses avantages. Je veux dire, comme quand j'essaie de construire une entreprise, même moi, j'essaierai de tout faire moi-même avant d'embaucher quelqu'un pour le faire. Et je pense que cela vous donne un avantage considérable. Alors, d'accord.
Donc à ce stade, vous avez investi dans cette équipe. Jouez-vous toujours à ce stade, je suppose, quand vous investissez dans cette équipe? Oui, d'accord, cool. Je suis à l'automne. Je joue à la Nouvelle-Orléans, je joue ma saison. Oui, tu veux que la saison se termine en février au Super Bowl, mais la plupart du temps, en janvier, à un moment donné, je fais tout ce que je dois faire là-bas pour fermer les magasins et voler vers le nord et commencer à vendre. Des parrainages, j'adore ce mec, c'est comme c'est de la pure débrouillardise, d'accord? Donc, quand est-ce que ça passe de simplement investir? Et en fait, avant qu'on ne passe à lever le fonds parce que c'est une partie différente de ta vie, parle-moi d'autres choses qui ne se sont pas si bien passées quand tu as commencé à investir comme des choses que tu... Des gens, des opportunités, et quelque chose qui serait une très bonne leçon pour quelqu'un qui, encore une fois, essaie simplement de se lancer dans le jeu. Une chose qui était très importante que tu as dite, c'est que tu as utilisé ton expérience. Donc, tu comprenais un aspect de l'entreprise dans laquelle tu investissais, mais quelles étaient les choses qui ne se sont pas bien passées que tu sais peut-être que tu ne veux pas les refaire parce que ce sont de très bonnes leçons, mais des choses dont tu devrais être conscient si tu vas commencer à investir dans quoi que ce soit, vraiment. Je dirais que le thème commun que j'ai rencontré personnellement et que j'ai vu beaucoup de mes collègues et pairs rencontrer est, tu sais, juste les opportunités d'investissement les plus accessibles sont généralement les plus risquées. D'accord. Quand tu te spécialises dans les entreprises en phase de démarrage et les startups, tu investis littéralement dans la classe d'actifs la plus riche qui soit. Et le défi devient quand tu es un athlète et que tu as la visibilité que nous avons. Mais tu n'as pas nécessairement l'accès, tu n'as pas l'équipe qui est prête à aller trouver les bonnes affaires. Les affaires finissent par te trouver. Et c'était un thème récurrent que j'ai dû un peu travailler, c'est que la plupart des affaires vont être en phase de démarrage. Ce qui signifie que les chances qu'elles fonctionnent et les chances qu'elles deviennent des coups de circuit sont minces. Mais même dans les entreprises que tu gagnes, soi-disant, les entreprises qui réussissent, est-ce qu'elles atteignent un niveau qui te rend réellement ton capital? D'accord. Donc, tu l'as vu même dans mon portefeuille, j'ai vu quelques-uns de mes collègues, tu as ces investissements qui se portent bien sur le papier et les fondateurs et tout le monde est là à battre le tambour et parlant de la réussite de ces choses. Mais en tant qu'investisseur, lorsque vous ne voyez pas le retour sur investissement et que ce capital est simplement bloqué, parfois, votre capital est bloqué pour 7 à 10 ans pendant qu'une start-up tente de mûrir, alors que la carrière moyenne d'un joueur national Football League est de seulement 3,5 ans. Donc, après vos 3,5 ans, si vous avez investi intelligemment dans des startups, vous risquez de vous blesser en 4e année avec votre argent immobilisé. Les revenus s'arrêtent, vous avez maintenant ce fossé, vous avez cette crise de liquidité, maintenant vous avez ces actifs ici que vous savez que vous avez beaucoup d'équité, mais l'équité ne paie pas les factures, n'est-ce pas? Donc juste ce décalage et cette mésinformation sur, vous savez, quels sont les différents stades des entreprises, quels sont les différents types de classes d'actifs dans lesquels vous pouvez être. Vous savez, c'était le plus grand défi, c'est toujours un défi, simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui vous offrent un accès, et c'est l'une des raisons pour lesquelles notre entreprise a été créée, c'est pour essayer d'aider et de combler. Ce vide, c'est vraiment un bon conseil, pas seulement pour les athlètes, pour tout le monde, parce qu'il y a tellement de différents types de véhicules d'investissement que certains d'entre eux génèrent des flux de trésorerie, comme quand vous parlez du genre d'argent que ces pros gagnent. Pour la personne moyenne, c'est j'ai construit une entreprise et maintenant j'ai fait une petite sortie d'argent. Et si vous mettez cet argent au bon endroit qui génère des flux de trésorerie, vous pourriez gagner quelques centaines de milliers de dollars par an juste en intérêt sur cet argent. Si vous êtes intelligent, vous pourriez faire de l'immobilier. Vous pourriez faire du capital investissement. Vous pourriez faire des fonds de placement immobilier. Vous pourriez faire des fonds. Mais je suppose que si vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, c'est facile pour nous de dire cela parce que nous sommes dans ce jeu depuis un moment. Et maintenant, nous comprenons toutes les différentes opportunités. Mais si vous n'aviez pas les bonnes personnes autour de vous pour vous présenter ces choses, je suppose que vous êtes sollicité par toutes ces idées de start-up super sexy parce qu'elles semblent géniales, mais finalement vous bloquez votre argent dedans. Elles ne génèrent pas de flux de trésorerie et c'est alors que vous pensez faire la bonne chose, mais finalement, vous êtes loin d'être toujours stressé comme vous en parlez avec votre liquidité. Donc d'accord. Donc ensuite, vous commencez à bouger de vous, vous faites quelques affaires,
Je suppose que tout ce que vous enseignez, vous l'avez vécu et ça meurt à un moment donné dans votre propre vie. Et je ressens cela. Mais quand avez-vous commencé à lever un fonds en réalité par opposition à simplement investir? Quand avez-vous réellement construit quelque chose que vous vouliez en quelque sorte redonner à d'autres acteurs, lever un fonds, éduquer tout cela? Donc c'est cela. C'était beaucoup plus tard dans le voyage. Vous savez, avant le fonds actuel, j'ai essayé ma main à un fonds de début qui était plus une plateforme à valeur ajoutée. C'était en 2018 à l'époque. J'étais dans la Ligue de football d'arène. J'avais une participation dans l'âme de Philadelphie là-bas. Et ce que nous voulions faire était trouver des startups technologiques pour les intégrer dans les équipes de la Ligue. Et cela a commencé comme une sorte de cabinet de conseil à valeur ajoutée. Nous avons réalisé que les startups manquaient de fonds pour nous rémunérer correctement. Alors, nous avons commencé à nous demander, d'accord, pouvons-nous lever un microfonds autour de cette idée? Nous avons eu du succès et de bonnes conversations, mais n'avons finalement pas pu lever de fonds. Alors, dans mon esprit, en 28, mais pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Je veux juste savoir pourquoi vous pensez que c'est le cas. Je pense pour beaucoup de raisons différentes. Vous savez, je pense qu'à ce moment-là, être le visage d'un fonds sans véritable historique, en dehors de recevoir des passes de Drew Brees pour le commun des mortels, je pense que c'était l'un des principaux moteurs, mais c'est une autre de ces choses. Vous nagez en eau inconnue. Et à ce moment-là, l'eau était trop froide, alors j'ai dû me retirer et être gentil de recalibrer certaines choses, quoi. Mais oui, je pense qu'à ce moment-là, lorsque ce fonds n'a pas fonctionné, j'avais d'autres choses en cours, vous savez, à un niveau personnel. Et je ne me suis jamais vu revenir dans le business des fonds, simplement parce que cela m'a sorti si loin de ma zone de confort, si loin de ma façon habituelle de fonctionner. J'ai joué comme receveur, l'une des positions les plus en vue sur le terrain, le dimanche, mais je suis un super introverti et j'aime rester en arrière-plan dans ma vie quotidienne. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, eu une excellente expérience d'apprentissage et de développement personnel. Mais quand j'ai quitté cette opportunité, je ne me voyais pas revenir dans le business du plaisir et à partir de là, je suis entré dans ce mode où je voulais essayer d'éduquer et simplement créer cette exposition qui, selon moi, faisait défaut. Donc, en fait, je suis allé de tous les endroits. Je suis allé dans l'enseignement supérieur. J'ai fini, vous savez, j'ai eu cette idée pour un programme. J'ai fini par m'associer avec un ami qui avait un contact à la Columbia Business School. Nous avons appliqué ce concept pour enseigner l'entrepreneuriat et le capital risque aux athlètes professionnels. Nous avons pris ce concept et nous l'avons intégré et créé un programme d'éducation exécutive à la Columbia Business School que nous avons dirigé pendant 3 ans. Et encore une fois, une autre chance de sortir de ma zone de confort introvertie devant la classe et de parler réellement à mes pairs de mes expériences, de table de capitalisation, de ce qu'est une note convertible, de feuilles de termes et de toutes ces différentes choses. Et je suis un peu tombé amoureux de l'opportunité de créer une exposition, vous savez, à quelque chose qui était nouveau d'une certaine manière. C'était, vous savez, c'était un peu fait sur mesure pour nous. Vous savez, donc c'est un peu quand l'ampoule s'est allumée que d'accord, il y a quelque chose que je peux faire qui n'est peut-être pas, vous savez, en face d'un investisseur, mais il y a quelque chose que je peux faire pour aider à éduquer les autres joueurs et mes pairs. Et cela a un peu lancé ce programme qui m'a mis sur cette voie, qui m'a finalement conduit à obtenir ma série 7 et ma série 66 pour devenir conseiller financier. Et vous savez, c'est là que j'ai commencé à voir certains des rouages internes des services financiers et où se trouvent certaines des lacunes. Vous savez, donc quand je suis capable de parler de certaines des insuffisances et des équipes qui entourent ces athlètes, je suis capable d'en parler à partir de 2 perspectives différentes en tant que joueur lui-même, mais aussi en tant que conseiller qui était... Vous savez, je me sentais parfois menotté parce que je ne pouvais pas apporter les bonnes perspectives. Je ne pouvais pas fournir les bons produits à mes clients. Je devais rester un peu. Dans ma voie en tant que courtier, quels sont les principaux enjeux pour 2024? Je supposerais qu'en regardant de l'extérieur, les conseillers financiers devraient aider les gens à comprendre essentiellement toutes les choses que vous avez développées dans ce programme. Ce qui est fou pour moi que cela n'existait pas ou n'était pas dans une sorte de standard de ligue comme je le ressens,
comme si ce n'est pas une nouvelle information pour beaucoup de gens dans le monde des affaires. Pourquoi un conseiller financier? Mais en fait, vous savez quoi quand je dis « Ah, ça, je dois me contrôler ». Parce que même les conseillers financiers que vous obtenez d'une banque qui aiderait ma mère à prendre sa retraite, comme j'ai encore des problèmes avec certaines des informations qu'ils lui donnent. Donc, je suis peut-être allé un peu loin en pensant que cela devrait être une connaissance commune et du bon sens, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, quel est, le conseiller financier moyen qui aide un joueur de la National Football League avec des millions, sinon des dizaines de millions de dollars? Quels sont les conseils qu'il leur donne ou quels produits sont-ils autorisés à offrir? Comme quelle est la voie dans laquelle vous devez rester? Cela devient vraiment ce jeu de « je peux vous vendre les produits et services pour lesquels mon entreprise est payée », n'est-ce pas? Alors pensez-y de cette façon. Quand vous pensez à la structure des frais d'un conseiller financier, n'est-ce pas? Ils sont payés sur la base des actifs sous gestion. Donc, si je gère 100% de votre portefeuille et que la plupart de celui-ci est dans vos actions et obligations typiques, et vous pourriez avoir quelques alternatives ici et là, mais ce sont plutôt des alternatives institutionnelles. Je suis payé 1% sur tout ce que je gère. Si vous retirez de l'argent de ceci de sous cette gestion, et que vous l'investissez dans une entreprise en démarrage ou que vous l'investissez dans ce fonds d'investissement, je n'ai plus de visibilité sur ce qui se passe en tant que conseiller, mais je ne suis également pas payé mon frais sur ces actifs. Si tout va bien, je ne reçois donc aucun crédit. Si ça se passe mal, je vais recevoir le blâme. Donc, un conseiller est littéralement en désaccord avec la construction de ce portefeuille holistique que vous savez, les athlètes de 22 à 30 ans ont le temps de construire et ils doivent être dans certaines de ces classes d'actifs alternatifs parce que c'est ce que la théorie du portefeuille vous dit à cet âge, n'est-ce pas? Vous avez le temps. Il y a donc simplement quelques désalignements fondamentaux avec les athlètes se tournent de plus en plus vers la communauté des conseillers financiers, ce qui explique cette tendance croissante. Ceux qui sont dans une très bonne situation financière commencent à adopter ce modèle de bureau familial parce qu'il offre une solution plus holistique. Vous devez toujours trouver les bonnes personnes pour un modèle de bureau familial. Parce que, encore une fois, cela ne repose pas sur votre propre expérience. Mais vous pouvez vous auto-éduquer en regardant des vidéos YouTube, en écoutant des podcasts et même en allant à l'école, mais vous devez toujours vous entourer des bonnes personnes. Même si vous venez d'un milieu d'affaires pour avoir un modèle de family office, il y a de très bonnes chances que vous le foutiez en l'air à un certain degré. Et vous ne comprendrez pas comment regarder un compte de résultats ou comment faire une due diligence ou comment évaluer un fondateur ou comment évaluer une opportunité. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Même pour les créateurs d'entreprises, l'une de mes plus grandes erreurs a été de penser que créer une entreprise me permettait d'investir, alors que ce sont deux choses différentes. Ce n'est tout simplement pas la même chose. C'est un autre jeu que vous devez apprendre, alors je peux seulement imaginer sans aucune expérience commerciale. Je ne saurais même pas par où commencer. Je serais hyper stressé. Et j'étais en train de faire toutes les choses que je devais chercher et j'ai quand même tout gâché. Donc ce n'est pas facile. C'est vraiment, et je veux dire que c'est probablement ce que vous êtes en train d'apprendre aussi parce que vous opérez dans une entreprise, vous lancez dans le conseil financier, ce n'est pas vous, savez, les incitations ne sont pas alignées. Vous êtes comme, écoutez, je peux être éthique et bon pour les gens que je consulte, mais finalement, je conseille. Mais finalement, il y a comme je ne vous donne que 20 des choses dont je devrais pouvoir vous parler. Je suppose que c'est ce avec quoi vous avez affaire, d'accord? Donc évidemment, c'est probablement frustrant comme l'enfer pour vous, d'accord? Alors qu'est-ce que le oui, d'accord? D'accord, alors donc vous avez essayé de lever un fonds, n'est-ce pas? Vous étiez en train d'éduquer le conseil financier, mais à un certain point, vous êtes comme, écoutez, je veux vraiment aider les gens avec qui je travaille de la manière qui leur convient le mieux. Pas seulement le 1% que je reçois de mon courtage ou de mon entreprise pour vendre le produit, n'est-ce pas? Oui, et vous savez, c'est un peu le chemin que j'ai pris quand j'ai quitté mon poste de conseiller. J'ai passé quelques années à faire du coaching exécutif, entre autres choses. Ce qui était intéressant dans mon parcours, c'est que il y a plusieurs éléments qui semblent n'avoir aucun lien réel entre eux, mais dans ce que je construis maintenant, je suis capable d'apporter toutes ces expériences et toutes ces compétences à la table.
j'ai quitté le conseil financier pour me lancer dans le coaching exécutif. J'ai eu la chance d'atterrir sur une plateforme. Je coachais des cadres de Nike, Jordan, Bodos Farms. J'ai fait un peu de travail avec McKinsey et compagnie. Et encore une fois, je ne me concentrais vraiment pas sur l'entreprise. Je ne me concentrais sur rien autour de l'activité de fond. J'étais très à l'aise et cool avec ce rôle de coach exécutif, mais j'ai commencé à ressentir cette envie autour du sport. J'étais à la retraite du jeu depuis un moment. Je ne faisais vraiment rien de lourd dans le monde du sport. Et c'est à ce moment-là que j'ai renoué avec mon cofondateur et champion des partenaires d'entreprise, Nick Edwards. Nous nous connaissons depuis environ 5 ou 6 ans maintenant, du monde des startups. Il travaillait sur une startup de technologie sportive, moi aussi. Nous nous sommes rencontrés autour de similitudes et avons essayé de comprendre comment nous associer et vivre l'aventure ensemble. Mais nous avons juste commencé à descendre dans ce terrier de lapin de, vous savez, juste parler d'investissement et y avait-il un moyen de faire quelque chose et construire quelque chose qui était différent, n'est-ce pas? Donc, il est un ancien athlète, ancien combattant de arts martiaux mixtes. Donc, nous avons vu nos pères traverser ces différents défis. Et vous savez, nous avons juste commencé à esquisser quelques idées et nous avons fini par arriver à ce concept pour créer ce véhicule amusant qui coche toutes les cases. Donc, si nous savions que l'un des plus grands défis était d'investir dans des startups, nous avons dit, d'accord, déplaçons un peu le problème et regardons les entreprises en phase de croissance. Nous, en tant qu'anciens athlètes, vous savez, nous avons commencé dans le business du sport. D'accord, regardons le sport, d'accord. La plupart des conversations sur l'investissement dans le sport concernent, vous savez, les équipes et les ligues. Vous savez, la National Football League, la NBA, vous savez, les 5 grandes ligues, n'est-ce pas? Donc, nous savons qu'il n'y a qu'une poignée d'humains sur Terre qui ont suffisamment de capital pour émettre des chèques qui font bouger les choses dans ces affaires. Mettons de côté ces éléments et examinons le reste de la chaîne de valeur du sport. Qu'y trouve-t-on? Nous possédons la technologie et le contenu médiatique sportif. Nous disposons de plateformes d'engagement des fans et de performance des joueurs, ainsi que d'immobilier hôtelier. L'examen de la chaîne de valeur du sport révèle de nombreuses opportunités différentes, qui ont des profils de rendement différents, peut-être des profils de liquidité différents. Nous avons donc commencé à examiner cette chaîne de valeur et à nous demander comment nous pourrions rassembler tous ces actifs différents pour créer notre propre version de Berkshire Hathaway pour le sport. Et c'est une fois que nous en sommes arrivés à ce point, c'est à ce moment que la thèse du fond a commencé à s'écrire d'elle-même. Nous avons donc abouti à Champion Venture Partners, qui est un cabinet de gestion d'actifs et d'investissement dans lequel nous investissons à travers la chaîne de valeur du sport. Nous investissons dans des entreprises en phase de croissance, nous éloignant de la start-up. Nous éliminons ainsi une partie de ce risque. Nous investissons dans des entreprises qui, vous savez, ont un historique. Et vous savez, elles ont des revenus. Elles ont cette adéquation produit-marché. Et notre entreprise idéale est à ce point d'inflexion, généralement autour de la série A, où la plupart des entreprises qui sont de série A, elles ont toutes ces choses et elles lèvent cette série A pour aller embaucher du personnel, aller trouver ces chasseurs de tête pour les amener au niveau suivant. Alors, nous investirons et serons ces recruteurs. Alors, nous avons une équipe de direction que nous avons constituée avec d'anciens, s'il vous plaît, de Major League Soccer de l'équipe de direction. Le gars qui dirige notre équipe de direction a dirigé le bras d'investissement de Comcast, l'accélérateur de technologie sportive de Comcast pendant 4 ans. Nous avons une entreprise de marketing privé très réussie faisant partie de l'équipe de direction. Et ensuite, nous avons un gars qui est ancien d'Amazon, ancien de Netflix, ancien responsable de l'innovation chez Nike dans notre équipe de direction. Et la vision sort de cette équipe. Elle s'insère simplement parce qu'après cela, ils résolvent un problème de personnes à ce stade. Oui, donc nous trouvons ces entreprises en phase de croissance qui sont à ce point d'inflexion. Nous déployons le capital, nous déployons l'équipe de direction, un peu comme notre modèle KMG intégré. Et notre vision est de vraiment construire ce portefeuille perpétuel, notre propre Berkshire Hathaway pour le sport. Et finalement, nous arriverons à un endroit où nous pourrons investir dans certaines de ces équipes, dans des ligues émergentes. Et vous savez,
à un moment donné, nous pourrons atteindre le Big Five, mais vous savez, notre vision est toujours d'ajouter de la valeur. Même si nous investissons dans une équipe, comment pouvons-nous apporter le reste de notre portefeuille technologique pour soutenir cette équipe et accélérer? J'adore ça. C'est une stratégie très intelligente. Vous faites référence à la série A pour que ce soit clair pour tout le monde. Au fait, y a-t-il eu seulement une levée de fonds, comme une seule, ou y en a-t-il eu plusieurs à ce stade? Donc nous venons de... Lancé le 1er janvier de cette année. Nous levons actuellement des fonds en train de lever des fonds en ce moment. Oui, nous levons des fonds en ce moment. Nous essayons de clôturer un tour de table privé et d'investir une partie du capital. Donc, lorsque vous examinez la thèse, donc vous regardez la série A, quelle est la taille moyenne du chèque qui va dans ces entreprises? Donc, actuellement, nous sommes n'importe où d'environ 250 000 $, généralement à environ 2 500 000 $. Selon l'opportunité, nous pourrions aller jusqu'à 5 millions de dollars. D'accord, cool. Et puis, vous avez quelques catégories différentes dans lesquelles vous investissez, un peu comme toutes adjacentes. Et quand vous regardez la série A, qu'est-ce que vous recherchez? Et en dehors de la taille et du fait que vous êtes adjacent au sport, vous avez mentionné quelques types différents d'entreprises que vous examinez. Le fondateur reste toujours important. Je veux dire, c'est énorme. Peut-être parler de qui vous considérez comme un bon entrepreneur, car vous avez mentionné qu'ils ont un peu d'adéquation produit-marché, mais je suis sûr que vous voulez aussi regarder les personnes et d'autres choses que vous examinez. Juste des choses qui sont peut-être spécifiques au sport et dans quoi vous investissez, mais aussi peut-être une certaine meilleure pratique pour ce que vous examinez en général pour une entreprise lors d'une série. Oui, bien sûr. Je veux dire, vous avez coché, vous savez, la première case pour nous directement. Ce sont des gens. Voici l'équipe fondatrice. Étant donné notre passé sportif, nous comprenons l'importance d'une équipe soudée. D'accord. Donc, vous savez, trouver de très bons fondateurs qui sont ouverts aux idées, qui ont assez, vous savez, ils ont la combinaison de confiance et d'humilité. D'accord. Ils sont confiants dans leur idée. Ils sont confiants dans leurs capacités. Ils sont confiants dans les capacités de leur équipe, mais ils sont aussi assez humbles pour réaliser qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. D'accord. Donc, s'ils trouvent de la valeur dans ce que nous apportons en tant que plateforme d'investissement à valeur ajoutée, c'est le point de départ. Vous savez, évidemment, nous évaluons l'équipe et simplement les capacités et la capacité de l'équipe existante. Et comment pouvons-nous non seulement venir et déplacer, mais aussi venir et augmenter? D'accord? Donc, c'est notre mentalité. Donc, si leur énergie correspond à notre énergie autour de cette pièce, c'est énorme. Et ensuite, lorsque nous évaluons les entreprises, vous savez, dans le sport, c'est une de ces industries où vous pouvez montrer du succès rapidement, mais être vraiment très lourd dans votre base de clients, n'est-ce pas? Et ce que je veux dire par là, c'est spécifiquement dans le sport, vous pouvez sortir et être une jeune entreprise et obtenir ce client ancre qui vous donne toute la presse, vous donne toute la visibilité, et cela devient une sorte de catalyseur pour votre croissance. Mais ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'évaluer si cette croissance est durable. Exactement. Si un client ancre disparaît, que se passe-t-il pour l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, nous ne regardons pas seulement quel est le chiffre d'affaires, mais quelle est la qualité de ce chiffre d'affaires? Quelle est la diversité de ce chiffre d'affaires? Et tout le monde a ses performeurs où il montre. Bien sûr, c'est tout. Tout va de l'avant et vers la droite. Donc, nous voyons cela. Et ce que nous essayons d'évaluer, c'est, vous savez, en fonction de la qualité de vos revenus, à quel point est-il réaliste que vous mainteniez cette trajectoire de croissance que vous avez tracée? Donc, si nous pouvons cocher ces cases, vous savez, nous nous sentons vraiment bien, évidemment. Nous passons par la technologie, nous passons par tout le processus de due diligence technique. Et c'est, vous savez, c'est ce que l'équipe de direction, vous savez, vient nous aider à faire. Mais s'il coche ces cases pour nous du côté des personnes, du côté des revenus, du côté de l'adéquation produit-marché, il y a une conversation qui vaut la peine d'être menée. Et ensuite, nous essayons simplement de comprendre comment nous pouvons intervenir. Notre capital ajoute de la valeur d'une certaine manière. Comment pouvons-nous, vous savez, en tant qu'équipe de direction, ajouter de la valeur d'une autre manière? Et le troisième et dernier élément est vraiment que nous avons besoin que chaque entreprise dans laquelle nous investissons crée une valeur intrinsèque dans l'ensemble du portefeuille, n'est-ce pas? Donc, pour nous, l'entreprise indépendante, la licorne indépendante n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons trouver cette technologie de traitement des paiements
qui s'intègre bien avec cette technologie d'engagement des fans ici pour que nous créions cet effet de marée montante dans l'ensemble du portefeuille. Oui, c'est intelligent. Y a-t-il quelque chose, parce que je n'ai jamais investi d'argent dans le sport, et c'est toujours une industrie si attrayante, et cela semble tellement amusant, mais encore une fois, je ne la connais pas. Et d'après mon expérience, si je ne le connais pas, je finis généralement par tout gâcher plus que tout et à ne pas investir d'argent. Donc, si quelqu'un ne voulait pas investir dans le sport, dans la technologie sportive, quels sont les éléments auxquels ils doivent penser qui ne sont peut-être pas si évidents, pas les meilleures pratiques pour chaque industrie, mais quels sont les éléments spécifiques au sport que vous avez mentionné, une chose qui était très intéressante. Vous pouvez atterrir ces clients baleines et ils peuvent faire paraître votre entreprise beaucoup plus saine qu'elle ne l'est. Mais quels seraient d'autres éléments comme cela qui sont un peu plus spécifiques au sport et auxquels un investisseur devrait prêter attention? Je pense que selon l'investissement, la saisonnalité, si vous avez une entreprise qui est vraiment axée sur le football, vous savez que la saisonnalité de cette entreprise va être en hausse à l'automne et en hiver, mais elle pourrait se calmer au printemps. C'est vrai, en été et au printemps. Moi, s'il vous montre des chiffres de l'automne ou de l'hiver, peut-être que ces chiffres ne seront pas maintenus toute l'année. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Il y a donc certaines choses spécifiques à l'industrie. La saisonnalité en est une. Vous avez mentionné les clients principaux. Nous voyons beaucoup d'entreprises qui sont très enthousiastes à l'idée de se lancer dans les 5 grandes ligues, comme si c'était leur stratégie. Mais la réalité, elle est que je le dis tout le temps. Si vous parvenez à trouver un client de la National Football League et que votre produit était incroyable et que vous étiez capable de signer chaque équipe de la National Football League comme client, vous avez maintenant 32 clients. Est-ce que cela va être suffisant pour atteindre vos objectifs et aspirations commerciales? Donc, si vous êtes trop concentré sur une seule industrie, cela peut devenir problématique simplement parce que cela va toujours être hyper compétitif au sommet. Et il n'y a que tant d'endroits où aller. Donc, avez-vous une stratégie qui peut, vous savez, soit s'impliquer dans d'autres sports ou jouer à différents niveaux sportifs, où vous pourriez être dans la National Football League? Pouvez-vous vous impliquer dans le football universitaire? Pouvez-vous vous impliquer dans le football universitaire de haut niveau? Pouvez-vous vous impliquer peut-être dans le football de division 1 AA ou de division 2? Pouvez-vous vous impliquer dans les sports de jeunesse? Donc, il y a quelques verticales différentes au sein du sport réel qui, vous savez, si vous pouvez combler ces lacunes et ensuite vous préparez pour un succès durable. Je suppose que si vous construisez ici, vous avez une préférence pour les 5 grandes ligues. Il est difficile de regarder ailleurs, mais c'est ce que vous dites. Vous devez le faire. C'est la meilleure pratique, car il y a tellement d'autres argent là-bas. Je veux dire, si vous regardez le sport universitaire, mon Dieu, je regardais réellement les chiffres et les budgets universitaires. Pour certaines équipes sont plus importants que les ligues professionnelles, les équipes professionnelles, certaines équipes professionnelles au Canada. Donc, je veux dire, vous avez de l'argent là. Vous avez de l'argent réel là. Et si vous êtes un entrepreneur, vous devez trouver comment en profiter. Si vous, quand je regarde un investissement, je regarde toujours quelqu'un qui a une sorte de vécu dans l'industrie et qui ensuite construit une solution pour l'industrie. Est-ce le cas dans le sport? Certains des meilleurs entrepreneurs sont-ils des athlètes ou sont-ils des personnes qui essaient simplement de construire quelque chose pour une industrie? Parce que les athlètes le sauraient mieux que quiconque, selon moi. Ils savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils connaissent l'écosystème. Je suis curieux, les personnes à qui vous parlez sont-elles des athlètes entrepreneurs? Sont-ils juste des entrepreneurs externes qui tentent de créer quelque chose pour l'industrie? C'est un mélange. Et oui, cela devient un mélange parce que vous verrez certains fondateurs techniques qui ont de très, très bonnes solutions. Et la seule chose qui leur manque, c'est un peu de contexte, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, vous pourriez avoir un fondateur athlète qui a une très bonne idée de comment déployer, mais il se peut qu'il n'ait pas les compétences techniques pour construire le produit. Vous savez, donc les meilleurs mariages que j'ai vus sont ceux où vous pouvez combiner des fondateurs techniques et vous savez, des gens qui connaissent vraiment le sport de manière significative. Cela tire parti des connaissances et expériences des deux parties.
Ces partenariats sont rares et espacés. Vous voyez beaucoup plus du athlète dans un rôle de mascotte ou d'ambassadeur de la marque, mais espérant secrètement que vous commenciez à avoir une égalité plus équitable dans certains de ces partenariats entre les athlètes et les fondateurs techniques. Un athlète peut être un excellent ambassadeur de marque. C'est un aspect intéressant de cette fonction. Je suis curieux à ce sujet car lorsque vous levez des fonds, je suppose que vous levez aussi des fonds auprès des athlètes. C'est le groupe que vous souhaitez servir en les aidant à comprendre comment accéder aux opportunités et en leur présentant celles qui sont pertinentes. Donc, même vos investisseurs et vos LP, techniquement, ce sont tous des canaux de marketing aussi, ce qui est fou parce que je peux vous garantir que si vous faites un fonds immobilier, les personnes qui y mettent de l'argent ne sont pas des canaux de marketing. Donc, c'est une dynamique totalement différente que simplement quelqu'un avec du capital. C'est du capital plus l'accès, plus l'influence. Donc, y a-t-il un guide où vous exploitez? Cela est utile? Est-ce sans importance? Comment cela joue-t-il dans toute la stratégie? Non, c'est une très bonne question. C'est très utile. Mais c'est une approche personnalisée, n'est-ce pas? Et je continue simplement à parler de mon propre point de vue. Il y a probablement, pas probablement, je sais que j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table et certains Pro Bowls et tout ça sur la table, juste en étant qui je suis, n'est-ce pas? Je ne suis pas un marketing, je ne suis pas une personne de marketing extérieur. Vous savez, donc, chaque athlète qui a de la visibilité ne veut pas nécessairement l'utiliser dans un marketing, d'un point de vue marketing. Donc, c'est avoir l'aperçu pour créer ces différents chemins vers où si c'est ce que je veux faire et je veux être visible, je veux être en avant d'une entreprise et je veux soutenir de cette façon, voici un chemin pour le faire. Si je veux apprendre à devenir plus technique, si je veux m'impliquer dans les opérations commerciales réelles, il y a un chemin pour cela. Il s'agit donc de créer cette plateforme qui permet aux gens de ne pas seulement jouer où ils sont aujourd'hui, mais aussi de former des voies pour qu'ils puissent obtenir l'exposition qu'ils recherchent finalement, afin qu'ils puissent franchir l'étape suivante, alors que maintenant, pendant que vos finances grandissent au sein du fonds, vous, en tant que professionnel personnel, obtenez des opportunités de croître de manière que vous vraiment trouvez précieux. Et je pense qu'il est également important de ne pas trop se concentrer sur la célébrité. Et l'influence, si quelqu'un veut l'utiliser, vous ne contrôlez pas, écoutez non, vous ne le faites pas, et vous devez toujours avoir des fondamentaux d'entreprise. Par exemple, je vais vous donner un exemple extrême comme Kim Kardashian. Je pense qu'elle a eu du mal à lever son fonds, donc oui, vous pouvez pousser un produit, mais je ne pense pas que même quand je ne sais même pas combien vous dépensez pour un post Instagram avec elle, mais je ne pense pas que l'argent dépensé pour un post Instagram avec Kim Kardashian, qui est évidemment l'incarnation de la célébrité et de l'influence, et tout le monde connaît son nom, mais vous n'obtenez pas un retour sur investissement positif sur cet argent dépensé, vous obtenez une association. Donc, je peux seulement imaginer si un cofondateur technique ou un investisseur mise sur un produit qui a, disons, un fondateur athlète seul ne va pas rendre ce produit réussi. Et je pense que c'est en fait très important parce que c'est, encore une fois, si vous êtes dans ce domaine, vous le comprenez et vous dites, écoutez, il faut plus qu'un nom pour construire une entreprise. Mais de l'extérieur, il est surprenant pour moi de voir combien de personnes supposent simplement que si vous avez un public, une bonne entreprise va naître de ce public. Cela prend du temps pour construire une marque qui résonne, cela prend du temps pour construire les fondamentaux qui font une bonne entreprise, et je pense que vous pouvez surindexer sur cette célébrité à votre détriment. Sans, cela vous met dans le jeu. Mais finalement, vous devez y rester. Oui, certainement. Donc, je veux juste comprendre parce que même avant que nous appuyions sur enregistrer, la façon dont vous avez levé un fonds, vous faites une levée de fonds très spécifique. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, parlez-moi de comment vous avez structuré ce fonds. Nous connaissons la thèse, nous connaissons les types de personnes qui sont les types d'entreprises que vous examinez. Mais comment avez-vous structuré le fonds? Quel était le style du fonds? Combien vous avez levé fonds renouvelables? Est-ce vous levez 10 millions et ensuite vous allez les déployer ou allez-vous constamment lever des fonds? Donc, juste comme le genre de cadre en coulisses. Donc, nous avons levé des fonds vraiment en 2 phases. Donc, nous sommes dans les dernières étapes de la phase 1 qui consiste à lever des fonds pour la société de portefeuille qui est notre Berkshire Hathaway. Nous avons donc levé 100 millions en fonds propres dans ce fonds pour pouvoir commencer à déployer dans certains investissements.
Dès le 1er janvier, nous avons déjà déposé les documents nécessaires. Nous avons déjà commencé le processus pour lancer le 1er janvier ce qu'on appelle un fonds à intervalles. Et ce qui rend un fonds à intervalles légèrement différent de la plupart des autres fonds d'investissement, c'est qu'il y a certains éléments et caractéristiques à prendre en compte. La première est qu'un fonds d'investissement typique n'est accessible qu'aux investisseurs accrédités et aux acheteurs qualifiés. Le fonds à intervalles, par conception, nous permet de lever des capitaux auprès des institutions, mais aussi tout au long de la ligne d'investisseurs jusqu'aux investisseurs de détail. Ainsi, les athlètes, les investisseurs de détail, les investisseurs accrédités, les institutions, tout le monde peut investir dans ce fonds. La deuxième caractéristique qui le rend vraiment, c'est juste différent de la plupart des autres fonds, c'est le fonds à intervalles. Intervalle fait référence à ce que nous avons choisi, c'est un intervalle trimestriel où vous, en tant qu'investisseur dans le fonds, pouvez réellement changer votre position, n'est-ce pas? Comme nous en avons parlé plus tôt, vous pourriez être dans une entreprise individuelle, votre capital est bloqué pendant 7 ans, 8 ans. Vous pourriez investir dans un fonds avec une période de détention de 10 ans, durant laquelle votre argent sera bloqué. Dans ce fonds à intervalles, vous pouvez changer votre position chaque trimestre. Et le fonds peut effectivement racheter ses actions. Donc, encore une fois, c'est un peu plus de liquidité intégrée. C'est un peu conçu pour cet investisseur de détail, cet athlète qui pourrait avoir un problème de liquidité ou quelque chose qui nécessite de retirer quelques dollars. Ils doivent retirer une part de leur équité acquise pour l'investir ailleurs. Vous pouvez le faire sur une base trimestrielle. Ce que nous aurons également dans le fonds à intervalles est une plateforme de trading secondaire ou même entre ces intervalles trimestriels, nous avons essentiellement notre propre bourse privée, n'est-ce pas? Elle est hébergée et gérée par Templum, notre entreprise partenaire. Et encore une fois, en tant qu'actionnaire du fonds, vous avez accès à la liquidité, n'est-ce pas? Donc, vous avez la possibilité de retirer une partie de vos fonds propres en cas de besoin. Et là, la principale caractéristique du fonds à intervalles est nous ne sommes pas liés par le temps et nous ne sommes pas limités par un plafond contre lequel nous pouvons nous élever, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons littéralement lever une quantité illimitée de fonds. Le fait de ne pas être lié par le temps nous permet d'être un capital patient. Donc, nous ne sommes pas sur un horizon temporel de 10 ans. Nous n'avons pas à fermer ce fonds dans 10 ans. Nous pouvons donc réellement investir dans des actifs que nous voyons croître sur le long terme et vraiment construire ce portefeuille perpétuel d'une manière qui nous permet, si nous atteignons 1 milliard ou 2 ou 3 ou 5 milliards, nous ne sommes pas liés par le temps ou un plafond. Les fonds à intervalles existent depuis un certain temps. C'est juste une nouveauté relative Application de fonds à intervalles. Je pense que c'est super. Je veux dire, pour l'investisseur, cela semble tellement amical, un fonds amical pour l'investisseur. Et je ne savais pas que ces fonds existaient. Pour être honnête, je n'en avais jamais entendu parler avant. En tant que quelqu'un qui lève des fonds, cela ne cause-t-il pas un peu de stress ou je ne sais pas? Si vous avez des gens qui changent leurs allocations trimestriellement en tant que gestionnaire de fonds, et la plupart des gens ici sont des investisseurs, ils trouvent ça génial. Mais en tant que gestionnaire de fonds, comment gérez-vous cela si de l'argent est retiré des entreprises pour être placé ailleurs? Comment construisez-vous des plans et créez-vous de la stabilité autour de cela? Une partie de la solution consiste à réserver suffisamment de temps. Capital. Environ 20% du fonds sera en quelque sorte réservé pour les rachats, n'est-ce pas? Donc, c'est en quelque sorte la phase 1. Mais la phase 2 de cela est vraiment si nous croyons en ce que nous faisons et si nous croyons en la croissance de ce que nous faisons, nous le ferons volontiers. Racheter ces actions parce que nous savons où elles vont. Oui, non, ça a du sens. C'est juste quelque chose que je n'ai jamais. Et c'est juste comme le type d'augmentation que je connais sont comme Reg A Reg CF. C'est juste un autre de ceux-ci. Est-ce juste une autre structure légale? Si quelqu'un veut mettre cela en place, cela semble être la solution parfaite. Oui, je veux dire, il y en a un peu, cela peut devenir un peu administrativement intensif et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes associés
avec un groupe appelé Sweater que nous avons associé pour gérer littéralement l'arrière du fonds. Donc, nous échangeons les actions comme vous les rachetez ou les liquider, leur baser sur la valeur nette d'actifs du fonds lui-même. Donc, Sweater et Templum, ils sont responsables de sortir avec ça. Nous avons un groupe tiers pour sortir cette valeur nette d'actifs sur une base nocturne. Donc, ce que nous avons fait est que nous avons stratégiquement déchargé certaines des pièces plus administratives à des personnes qui font cela, ce qui nous permet d'entrer et d'être, vous savez, les gens de la chaîne d'actifs sportifs, et d'entrer et de trouver ces entreprises, d'aller et de construire cette valeur. Donc, nous avons adopté une approche vraiment collaborative pour, vous savez, atténuer certains de ces obstacles dont vous parlez. Mais, vous savez, finalement, pour nous, cela tourne vraiment autour de l'accès et cela tourne vraiment autour de rendre cette classe d'actifs accessible aux masses parce que si vous y pensez, le sport est l'une des choses qui nous connecte tous, que vous soyez un athlète qui y met du sang, de la sueur et des larmes, ou que vous soyez un parent qui investit dans ses clubs et ses ligues de voyage. Beaucoup de gens investissent dans l'écosystème sportif, mais n'ont pas vraiment la possibilité d'en retirer un retour financier. Ce fonds représente une opportunité pour tout le monde d'obtenir une participation significative dans le sport et l'écosystème qu'ils aiment. Je pense que c'est la dernière chose dont nous pourrions parler parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour vous, c'est simplement l'accès aux opportunités en dehors de ce que vous faites. Et cela a été un thème dont nous avons un peu parlé au cours de la dernière heure et un peu plus. Mais quels sont les plus grands problèmes d'accès aux opportunités pour peut-être les communautés sous-représentées et mal desservies? Je veux dire, cela va sembler être une réponse facile, mais l'accès, tout simplement, il ne s'agit pas seulement d'obtenir des opportunités d'investissement, il s'agit d'obtenir des opportunités de vraiment comprendre les différents aspects de l'écosystème sportif, de l'écosystème des affaires. Et si vous êtes quelqu'un comme moi, je suis très conscient de moi-même et je sais que la raison pour laquelle je suis dans cette position et que j'ai l'accès que j'ai, c'est à cause de ce que je faisais pour vivre. Et je sais à quel point cette position est rare. Donc, être capable de créer une plateforme qui crée ces points d'accès, qui crée peut-être une conversation d'investisseurs différente, qui crée peut-être une autre voie pour quelqu'un pour construire sa richesse dans un domaine qu'il connaît, aime et comprend. Toutes ces choses sont très importantes pour moi en tant qu'individu et elles sont importantes pour notre équipe parce que nous avons tous un passé dans le sport et nous avons tous dû développer nos compétences de différentes manières, simplement parce que nous avons passé la majeure partie de notre vie à nous concentrer sur le fait de devenir des athlètes d'élite et, pour le meilleur ou pour le pire, certaines personnes dans le monde respectent cela. Respectent ce processus et d'autres personnes dans le monde nous voient comme des divertisseurs et, vous savez, ils respectent le produit, mais ils ne prêtent pas vraiment beaucoup d'attention au processus. Donc, vous savez, être des personnes qui vraiment ont gagné leur galon d'une manière différente pour être en position de créer un accès pour que d'autres personnes n'aient pas à emprunter ces voies folles pour arriver au même endroit. C'est vraiment crucial pour nous. Quels sont je veux dire, donc ce que vous faites, vous créez un accès que vous allez créer, pas seulement l'accès aux opportunités, mais quand vous faites cela, vous enseignez, vous éduquez, ce qui crée tout un autre, je veux dire, juste créer ce groupe entier de personnes qui comprennent comment investir. Et puis je pense que c'est un peu comme une roue d'inertie que vous commencez à créer lorsque vous créez des fonds comme celui-ci, ce qui est génial. Et cela doit se produire. Quand vous pensez à l'industrie en général, quels sont certains changements concernant l'éducation financière, concernant l'investissement, concernant l'accès des choses que vous avez en quelque sorte vues avant de construire ce que vous avez construit, qui étaient les choses les plus frustrantes que vous voudriez aimer voir changer, si possible, le plus grand défi, et c'est juste un monolithique. Approche, vous savez que ce soit l'industrie des services financiers, que ce soit les types d'investissements, que ce soit, vous savez comment la plupart des athlètes sont généralement traités dans ces environnements. Il y a juste eu cette approche monolithique.
et cela ne permet pas de nuances. Et la réalité est, vous savez, nous avons tous des compétences différentes, nous avons tous des expériences de vie différentes, nous avons tous des perspectives différentes qui font de nous ce que nous sommes. Et si les opportunités financières ne parlent pas de cela et ne résonnent pas avec cela, vous êtes exclus de la conversation historiquement. Et vous savez, je pense que plus nous avons de visages divers, plus nous avons de voix diverses, de perspectives que nous pouvons avoir autour de la table, ayant ces conversations, créant ces plateformes, ce qui permet, vous savez, des voix plus nuancées, des conversations plus nuancées. Plus nous en avons, plus nous créons ces points d'accès où tout le monde a l'impression d'avoir une place à la table. Et vous savez que c'est le but final pour nous. Et nous voulons juste jouer un petit rôle pour que cela se produise. J'adore ce type. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons traversé beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'aurais dû vous demander, que je ne savais pas vous demander? Quelque chose que vous utilisez, que vous pensez être pour le public qui écoute, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, pour les athlètes? Quelque chose qui a vraiment changé votre vie qu'il devrait entendre, monsieur? Je ne m'attendais pas à ça. Oh! Nous avons traversé beaucoup de choses. C'est pourquoi nous avons traversé beaucoup de choses aujourd'hui. Mais non, je me demande juste si, encore une fois, nous avons vraiment traversé. Je regarde tout ce que nous avons traversé. Votre carrière, nous avons traversé l'investissement, nous avons traversé votre fonds, nous avons parlé un peu d'accès et d'inclusivité, nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de beaucoup de choses. Donc, s'il n'y a pas d'autres sujets, peut-être juste quelques leçons de votre vie qui ont eu le plus d'impact? Non, je dis ça, mec. Nous avons évoqué les clés du succès quotidien. Mais pour moi, ce que j'ai appris tout au long de chaque phase du voyage, c'est qu'il y a vraiment 3 niveaux de conscience qui ont vraiment généré des opportunités que j'ai vues et contre lesquelles j'ai pu exécuter. C'est la conscience de soi et vraiment comprendre qui vous êtes, ce que vous apportez à la table, pourquoi vous voulez l'apporter à la table. Et être très clair sur la proposition de valeur que vous apportez, indépendamment de ce que le monde extérieur vous dit, que la proposition de valeur est si vous êtes confiant, et si vous êtes confiant dans votre proposition de valeur, c'est toujours un sacré point de départ. De là, c'est ce que j'appelle la prise de conscience progressive. Je suis navré, c'est une conscience périphérique. Peu importe qui vous êtes, quelle valeur vous apportez, il y aura toujours des facteurs extérieurs qui jouent un rôle dans le fait que vous ayez ou non une chance de montrer cette valeur ou que vous obteniez une plateforme pour exécuter cette valeur. Donc, autant vous savez qui vous êtes et ce que vous apportez, vous devez comprendre ce qui se passe autour de vous pour savoir où seront ces poches dont vous pouvez profiter. Et puis la troisième partie est la conscience situationnelle. C'est là que vous obtenez ces répétitions mentales autour comment puis-je m'intégrer dans cette situation en fonction de ce qui se passe dans l'économie? Ces facteurs macro qui stimulent vraiment l'opportunité. Et si vous pouvez comprendre ce que vous essayez d'accomplir à ces 3 niveaux différents, vous vous mettez en position de vous présenter comme la meilleure et la plus grande utilisation de vos talents, mais d'une manière qui est très stratégique et qui est à la bonne taille pour le moment. N'est-ce pas? Parce que beaucoup de succès, encore une fois, tout le chemin du retour à l'histoire du draft, beaucoup de succès est autour d'arriver au bon endroit, au bon moment, avec la bonne valeur. Et curieusement, ce dont je viens de vous parler était tout mon processus de réflexion autour de la course. J'adore ça. C'est tellement amusant. Cela s'applique cependant, mec. Ça s'applique partout. 100%, mec. Cela s'applique partout. Si les gens veulent jeter un coup d'œil au fond que vous levez, s'ils veulent simplement consommer plus de votre contenu, où voulez-vous les envoyer, votre site web, les réseaux sociaux, tout ça, et je le mettrai aussi dans les notes de l'émission, mais dites-le pour que les gens puissent l'entendre. Parfait, oui. Si vous voulez en savoir plus sur Champion Venture Partners, vous pouvez consulter notre site web, c'est championventurepartners.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur LinkedIn et notre identifiant Instagram et Twitter est CVPinvest. Juste à un niveau personnel, mon site web est marcuscolson.xyz. On m'a eu pour le .com, mais j'ai eu le dernier mot.
Vous les pouvez également le mettre sur Twitter et Instagram. Mon identifiant est simplement mon nom. Si les gens écoutent et qu'ils veulent investir, que devraient-ils savoir? Qui recherchez-vous? Où peuvent-ils aller pour voir le travail que vous faites en dehors du site web, mais disons qu'ils veulent vraiment investir? Où doivent-ils aller? Vous pouvez effectivement nous contacter directement sur le site web. Nous avons un formulaire là-bas qui, vous savez, prendra toutes vos informations et l'un de nos membres de l'équipe vous contactera et vous savoir juste pour avoir une idée précise de ce que vous cherchez à faire, juste à partir de la taille du dollar, de vos intérêts. Et une fois que nous vous avons dans le cycle, nous vous enverrons toujours des opportunités qui sont pertinentes pour ce que vous cherchez à accomplir.